au-delà des dimensions de l'esprit matériel. Ces passerelles existent dans tous les anciens pays où la religion des mystères a initialement prospéré. Évidemment, les archéologues ne peuvent pas découvrir les rites secrets simplement en creusant parmi les pierres renversées et brisées. Comme les sacerdoces n'étaient pas assez attentifs pour étiqueter leurs monuments, il existe peu restant aujourd'hui, même pour exciter la curiosité. Heureusement, cependant, la tradition ésotérique survit dans le subconscient racial, quelle qu'elle soit. Ces écoles et collèges violés n'ont pas besoin d'être restaurés physiquement. Quand une telle restauration est tentée, les bâtiments révèlent généralement qu'ils étaient conçus comme des symboles du cosmos. Si le système des mystères existait dans l'hémisphère occidental, comme les points de repère indiquent, il doit avoir produit ses initiés et ses adeptes. Ceux-ci, à leur tour, sont devenus les leaders et les sauveurs de leur peuple. Le héros thaumaturge, dont les actes enrichissent toutes les traditions tribales, partout et toujours accomplissait les mêmes miracles, possédait les mêmes pouvoirs et présentait les mêmes sacrifices personnels. L'école des mystères nécessitait non seulement une hiérarchie pour son maintien et sa perpétuation, mais aussi des endroits appropriés d'initiation, en partie souterrains ou à proximité de grottes et de cavernes. Il fallait aussi un corps de tradition particulièrement important, auquel la participation conférait des droits et des privilèges spéciaux. Un peuple qui avait atteint la plateforme mentale des Mayas n'aurait pas accepté une philosophie de vie qui était sans valeur profonde et significative. Les sacerdoces païens n'initiaient pas ceux d'esprit faible, mais sélectionnaient pour l'avancement spirituel des personnes de haute instruction et de jugement mature. Albert Réville, dans les lectures Ibar 1894, note de la religion du serpent à plumes: il y avait quelque chose de mystérieux et occulte à propos de la prêtrise de cette divinité, comme si elle possédait des secrets ou des promesses divines, l'importance desquelles il serait dangereux de sous-estimer. C'est une chance, en effet, qu'au moins un manuscrit portant sur les mystères religieux anciennement pratiqués dans la région maya ait été récupéré. Le Popol Vuh, ou le livre du Sénat des Quiches, le dossier de la communauté, a survécu aux nombreuses vicissitudes qui ont conspiré pour empêcher la perpétuation des monuments littéraires de l'Amérique centrale. Il était toléré par les premiers missionnaires qui, en observant certaines similitudes avec leurs propres écritures, ont conservé le travail comme un moyen de persuader les Indiens à un baptême plus rapide. Au XVIIe siècle, il a été sauvé d'un destin pire que l'oubli par le moine dominicain Don Ramón Brijonodes y Aguiar, doyen et chancelier de l'archevêché de Ciudad Real. Le travail a été déposé à la bibliothèque du couvent de Chichicastenango par son scoliaste Ximénez, où il est resté jusqu'en 1830. Le manuscrit du Popol Vuh a été redécouvert vers 1855 par le docteur Scherzer dans la bibliothèque de l'Université de San Carlos, Guatemala City. Grâce à l'industrie et l'érudition de cet antiquaire passionné, l'abbé Brasseur de Bourbourg, ce livre mystérieux des quiches arriva enfin à la langue française, où il resta pendant des années, en attente de traduction en anglais. Dr. Scherzer était responsable d'une version espagnole publiée à Vienne en 1856. La première traduction anglaise est restée pratiquement inconnue aux étudiants d'archéologie d'Amérique centrale, comme il est apparu en série dans The Word, un magazine consacré à des sujets théosophiques et connexes. La traduction a été faite par Kenneth S. Guthrie, M.A., Ph.D., M.D., et est fondée sur le texte français. Une nouvelle traduction de l'espagnol d'Adrián Recinos vient d'être publiée par l'University of Oklahoma Press
et les amis, c'était en 1951. Cette version est par Delia Goetz et Sylvanus G. Morley. Il comprend une introduction importante et du matériel de commentaires. Écrivant sous le pseudonyme de Aretas, James Price publia une partie du Popol Vuh avec des commentaires appris sous le titre The Book of the Azure Veil. Cela fut publié dans Lucifer, le magazine théosophique, entre septembre 1894 et février 1895. Il concluait avec une note que les circonstances ont rendu impossible pour le traducteur de terminer le travail. Price suggère que le dieu Quetzalcoatl était connu au Pérou sous le nom de Amaru. Il écrit: de ce dernier nom vient notre nom Amérique. Amaruca est littéralement traduit terre du serpent à plumes. Les prêtres de ce dieu de la paix, à partir de leur centre principal dans les cordillères, ont déjà régné sur les deux Amériques. Tous les hommes rouges qui sont restés fidèles à l'ancienne religion sont encore sous leur domination. L'un de leurs centres importants était au Guatemala, et de leur ordre était l'auteur de l'ouvrage intitulé Popol Vuh. Bien que le Dr Scherzer a publié sa copie sous le titre Las Historias del Origen de los Indios de Guatemala par el FPR Francisco Ximénez, cela est trompeur. Ximénez n'était pas l'auteur, mais agit en qualité de scribe, traducteur et commentateur. Le travail est dit avoir été compilé à l'origine au XVIIe siècle par un Guatémaltèque qui avait été converti au christianisme. La plupart des Indiens américains sont des convertis insatisfaisants, car ils acceptent de nouvelles croyances sans se débarrasser des vieilles convictions. C'est un état plus heureux des choses, car il y a peu d'indications que la mythologie indigène a été compromise. La source du matériel compilé par ce converti est totalement inconnue, mais il pourrait bien avoir été dérivé d'un livre secret ou de la tradition orale gardée dans les sanctuaires des mystères. Maintenant, pour avoir obtenu cela, le compilateur doit lui-même avoir été un prêtre ou un initié. Certes, le Popol Vuh est de loin le texte disponible exceptionnel sur la mythologie précolombienne et la cosmogonie, ou la cosmogonie existante. Le scribe Quicheon, dans son introduction au Popol Vuh, écrit: voici ce que nous allons écrire, et nous mettons cela par écrit parce que, puisque la parole de Dieu a été promulguée, et si après, au cours du cycle du christianisme, le livre du voile vert azur ne doit plus être vu, ou il pourrait être perçu clairement qu'il était venu de l'autre rive de la mer, lequel livre a été appelé le compte-rendu de notre existence dans le monde ombragé et comment nous y vîmes la lumière et la vie. Maintenant, notez que cette traduction par Price est un peu plus complète que celle donnée par Guthrie et semble être plus dans l'esprit de la tradition quiche. Et l'implication, les amis, est que le travail original derrière le voile d'azur, cela peut avoir deux significations. Soit le voile qui sépare l'univers spirituel du monde matériel, ou le voile dans le temple de l'initiation, derrière lequel sont les 7 seigneurs du grand cœur. Le Popol Vuh est constitué d'une mythologie se mêlant peu à peu dans sa descente au début de l'histoire. La première partie traite presque exclusivement avec des êtres surhumains, et la dernière partie avec les actes héroïques de personnages authentiques. Elle s'ouvre sur une description de la création. Tout était calme et silencieux. Le visage de la terre n'était pas encore vu. Dans l'obscurité éternelle et la quiétude était le Créateur, le Seigneur et Créateur, et Gukumats, le serpent à plumes. Ils étaient entourés de vert et de bleu azur, et ils sont ceux qui ont engendré. Puis la parole est venue et parlait avec eux, et ils joignirent leurs conseils.
Ceux qui ont engendré alors dirent que cela soit fait, que les eaux se retirent et cessent d'entraver, dans le but qu'elles soient semées, et que la lumière du jour brille dans les cieux et sur la terre, car nous n'allons recevoir ni gloire ni honneur de tout ce que nous avons créé et formé jusqu'à ce qu'existent des êtres humains dotés de sensibilité. Ainsi le Créateur dit « La terre », et immédiatement elle a été formée. Le livre se déroule dans l'esprit des Écritures d'autres nations. Il est divisé généralement en 4 parties, la cosmogonie, la théogonie, l'anthropologie et la génération, ou la régénération par l'initiation. Il est présenté sous forme semi-historique et inclut l'initiation de ces héros dans les mystères de Xibalba. Les héros du Popol Vuh sont soumis à plusieurs épreuves ou des tests de courage, de force et d'habileté. La 7e épreuve avait lieu dans la maison de la chauve-souris. Il s'agissait d'un labyrinthe souterrain peuplé de monstres étranges et gouverné par Camazotz, une créature effrayante avec le corps d'un homme et les ailes et la tête d'une chauve-souris. Naturellement, le récit est revêti. Naturellement, le récit revêt le symbolisme de la culture des Mayas, mais il peut certainement être comparé avec des productions telles que le Kalevala finlandais et l'Eddas irlandais. Non, l'Eddas islandais. Guthrie présente un certain nombre de parallélismes importants au mystère des Égyptiens, des Chaldéens et des Grecs. Selon lui, les 12 essais ou tests à travers lesquels passaient les néophytes sont analogues aux signes du zodiaque. Il va aussi loin que de risquer de la spéculation que les 12 princes de Xibalba étaient les dirigeants de l'Empire Atlante et que leur destruction finale référait à la fin tragique de l'Atlantide. Maintenant, le programme de ce soir, les amis, a été pris à partir d'un livre intitulé America's Assignment with Destiny par Manly P. Hall. Il a été protégé par copyright en 1951. Et il est facile à trouver sur Amazon.com par exemple, et je vais vous apporter tout le texte de ce livre dans ce programme au cours des prochaines soirées. Donc, si vous pouvez obtenir une copie, c'est bien. Obtenez-le et lisez-le parce que vous pouvez l'étudier, le souligner et porter une attention à ce que vous faites. Si vous ne pouvez pas trouver le livre, alors restez à l'écoute de l'heure du temps et je vais vous le rendre dans son intégralité. Comme vous pouvez déjà commencer à discerner, il y a un énorme parallèle et dans certains cas, la reproduction exacte de ce qui s'est passé dans l'histoire au début du Moyen-Orient et de l'Europe. Plus précisément avec les anciennes religions, les écoles des mystères, le sacerdoce et les enseignements de ces anciennes religions. Comme nous avançons, vous allez trouver que cela devient encore plus proche. Il y avait probablement un lien direct entre les anciennes écoles des mystères et les Indiens des 2 continents d'Amérique du Nord et du Sud. Les amis, j'espère que vous avez apprécié l'émission de ce soir. Bonne nuit et Dieu vous bénisse tous.